Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Va-t-on vers un Macron-bashing? Assiste-t-on à la fin de la Macron-mania au sein même des députés LaREM? Avant de traiter cette information, je voulais d'abord remercier tous ceux qui contribuent par leur super thanks à la qualité de ces vidéos. Je pense à Joe et Fiona, aux Darwiniens, que je n'ai pas suffisamment remercié dans ma dernière vidéo. Floa, Sand3, NE, merci à vous. Et puis, je voulais aussi remercier tous ceux qui m'écrivent des messages de soutien, qui me référencent par le petit pouce bleu, qui diffusent mes vidéos sur les réseaux sociaux. Merci encore, parce que la réinformation, c'est pas un journaliste qui s'adresse à un public, c'est un travail collectif. C'est votre soutien qui permet de faire gagner la réinformation. Et votre soutien a fait gagner un journal, je pense, à valeur actuelle. En effet, je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo que le propriétaire, Iskandar Safa, voulait débarquer notre ami Geoffroy Lejeune. Or, il voulait nommer Jean-Michel Salvatore, et quand on regarde un petit peu la biographie de ce personnage, il semble très proche de l'Élysée. Alors, ce que reprochait Iskandar Safa, c'est tout simplement la perte des revenus publicitaires pour le journal Valeurs Actuelles. Est-ce que Valeurs Actuelles avait plongé? Est-ce qu'il n'y avait plus de lecteurs? Pas du tout, au contraire, Geoffroy Lejeune avait bien redressé le journal au niveau de l'électorat, du lectorat plus exactement. C'est tout simplement les sleeping giants, je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, qui avaient fait en sorte de faire perdre des recettes publicitaires à ce journal. Eh bien, il manquait 15 000 abonnements. Vous vous êtes mobilisés, vous avez soutenu, certains ne se sont pas abonnés, mais en diffusant l'information sur les réseaux sociaux, en soutenant même cette chaîne, eh bien, vous avez permis le triomphe de Geoffroy Lejeune, et bravo à vous. Alors, on comprend que Valeurs Actuelles était la cible de l'Élysée, quand on regarde cette une, c'est ma préférée. Les sous-doués en col roulé. Elle est excellente avec Nono, Nono Le Maire, celui qui voulait mettre la Russie à genoux, cet incompétent notoire. Et puis vous avez de l'autre côté Elisabeth Borne, doudoune. C'est quand même, vous pensez que ce sont des gens qui sont censés faire des études et qui jouent ce genre de jeu, qui se déguisent, qui font les pitres en doudoune pour nous faire comprendre que nous allons avoir froid cet hiver. Et puis au milieu, évidemment, la belle tête de vainqueur, le champion du monde, Emmanuel Macron. Valeurs Actuelles, c'était le cauchemar de l'Élysée, le véritable poil à gratter. Bravo à eux, cela va continuer et on les sent très remontés, les journalistes de Valeurs Actuelles. Nous avons aussi qu'Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et c'est une excellente nouvelle pour la liberté d'expression. Je me rappelle lorsqu'il a été prêt au printemps à prendre la direction de Twitter, eh bien tous les shadow bans avaient sauté et la presse de réinformation avait retrouvé son audience. Nos tweets repartaient bien, on faisait véritablement notre métier en toute sérénité. Et lorsqu'il y a eu la crise entre Twitter et Elon Musk, d'ailleurs, il a été dit qu'Elon Musk ne rachèterait plus dans ces conditions Twitter, eh bien, nous sommes tous retombés en shadowban. Eh bien, le retour d'Elon Musk, c'est une très bonne nouvelle et on dit que le camp démocrate se fait du souci. Alors, deux bonnes nouvelles, mais il y en a une qui est un petit peu inquiétante parce que nous avons un camarade de la réinformation, Régis Le Sommier, qui avait lancé un nouveau média du nom d'Omerta et qui avait décidé de faire son lancement au Grand Rex. Mais ce lancement a été annulé suite à un article diffamatoire de l'Aberration. Alors, je voudrais juste que l'on regarde cet article, en tout cas une partie seulement de l'Aberration, et on va voir qu'en effet, la déontologie, la charte de Munich, c'est pas une lecture quotidienne chez les journalistes de Libération. Alors, au départ de l'article, il laisse parler Régis Le Sommier, il présente Omerta, en laissant donc la parole à Régis Le Sommier, Ukraine, Russie, Iran, Mali et bien sûr en France, nous serons sur tous les fronts de l'actualité. Ancien de Paris Match et de RT France, le reporter Régis Le Sommier a annoncé mardi sur Twitter le lancement d'un nouveau média, Omerta. Bon, c'est assez factuel pour l'instant. À première vue, il y aura une seconde vue. Un énième pendant au brut et blast des réseaux sociaux avec des vidéos à potentiel viral sur l'actualité internationale. Très bien, c'est relativement neutre, sauf c'est à première vue. Mais il y a le mais. Et là, de la moraline, de la condamnation. Mais tout ici fleure surtout la réinformation d'extrême droite à tendance russophile.
Voilà, ça y est, hein, Libération a tiré à boulet rouge sur Régis Le Sommier, qui fait pourtant un travail factuel, lui, qui essaie de respecter la charte de Munich, mais ça ne plaît pas aux journalistes de l'Aberration, bien serviles vis-à-vis de certains groupes de pression. Alors j'aime bien le mot réinformation parce que dans la bouche d'un journaliste de l'Aberration, de l'Aberration, pardon, je me trompe, je fais un lapsus, c'est pas Libération, c'est l'Aberration. La réinformation, c'est forcément d'extrême droite à tendance russophile. Moi je suis très fier de faire partie de cette réinformation. Je ne suis pas d'extrême droite, je suis gaulliste, mais ils m'ont mis dans la case d'extrême droite, donc il faut bien l'accepter. Et quant à russophile, je suis russophile complètement affirmé. Russophile, ça ne veut pas dire qu'on est payé par le Kremlin, monsieur le journaliste. C'est tout simplement qu'on continue la doctrine gaulliste d'équilibre entre la Russie et les États-Unis. Alors, quels sont les articles épouvantables que nous allons lire sur Omerta? Des enquêtes sur l'immigration. Il est certain que dans l'Aberration, il n'y aura jamais d'enquête sur l'Aberration, parce qu'ils sont dans le monde de oui-oui et du manège enchanté. Hein. C'est toujours les gentils voyous, hein, ils n'ont jamais rien fait, et c'est la faute des vilains policiers. Quand on est un policier blanc, on est forcément au banc des accusés, une forme d'extrémisme absolument hideux. Et puis surtout, ils vont travailler sur les transitions de genre. Alors là, si on critique les transitions de genre, si on apporte un regard un peu plus factuel, alors là, on est un horrible journaliste. Et oui, puisqu'il y aura aussi des articles sur le wokisme. On sait très bien que l'Aberration, c'est la mecque du wokisme et des transitions de genre. Je tiens à signaler que l'Aberration a perdu de très nombreux lecteurs justement parce qu'ils ne faisaient plus un travail suffisamment factuel, que c'était un travail de moraline, hein, c'était du prêt-à-penser. Vous savez que l'Aberration ne vit essentiellement non pas de ses lecteurs, mais des subventions qu'ils reçoivent de l'État, c'est-à-dire de vos impôts, c'est ça qui est absolument honteux. Et puis aussi, certainement, de certains soutiens, de certains think tanks hein, qu'on ne va pas nommer, mais vous savez à peu près de qui je veux parler. Alors, Régis Le Sommier n'a pas pu faire son lancement, mais on ne s'inquiète pas trop parce qu'il va rebondir, parce que c'est un journal de qualité. À la fin de l'article, d'ailleurs, le journaliste de l'Aberration expliquait qu'il allait faire des reportages dans le Donbass, oh là là, du côté russe. Je tiens à signaler, parce que je l'ai déjà dit, que Régis Le Sommier aimerait bien faire des reportages du côté ukrainien, mais qu'il n'a pas des autorisations des autorités ukrainiennes, voilà, donc de la perfidie, et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'Aberration. L'Aberration qui soutient souvent Emmanuel Macron. Alors, on va regarder ce qui lui arrive à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, eh bien, dans les rangs de la majorité, la Macromania en voie d'extinction. Assiste-t-on à la fin des Playmobil ? En tous les cas, les critiques pleuvent sur Emmanuel Macron dans les rangs de sa majorité. Il lui reproche le Conseil national de la refondation qui court-circuite le travail des députés. Il reproche à Macron de ne pas suffisamment les associer, donc il se retrouve souvent en quelque sorte pris en tenaille, surtout qu'Emmanuel Macron change d'avis comme de chevise. Il lui reproche sa communication, il lui reproche sa brutalité, il lui reproche son manque en quelque sorte de ce que avait dit Fogg, hein, Franz Olivier Gilbert, j'aime bien l'appeler Gilbert, excusez-moi. Eh bien tout simplement d'avoir les épaules larges. Hein. Il est fragile le petit Emmanuel Macron. Enfin, c'est bien du Macron bashing, hein, c'est-à-dire ils ont compris que c'était lui qui était le problème. Après 6 ans, c'est bien, hein, ils ont conscience des choses. Nous, on le savait, hein, puisque Attali nous avait expliqué que Macron, c'était l'ère du vide, et Christophe Guilly avait expliqué qu'en effet, qu'Emmanuel Macron n'ayant rien vécu, n'étant qu'un petit banquier d'affaires, il ne pouvait pas prendre la tête de l'État français. C'est pas son passage éclair au ministère du budget où il a pensé plus à devenir président de la République qu'à véritablement exercer sa fonction de ministre qui avait permis de le changer. On a vu le résultat au bout de 6 ans. Nous sommes dans une forme de chaos. Alors, certains commentateurs expliquent aussi que Macron s'est aliéné une partie du camp atlantiste. C'est pour ça que dans la presse atlantiste, on commence à lui tirer dessus. Peut-être. Vous savez qu'en effet, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Emmanuel Macron essaie d'être dans le camp de la paix en Ukraine. Or, il se trouve que la guerre fait rage entre les pro-Zelensky et les anti-Zelensky.
Aux États-Unis, nous écrit le Figaro, de plus en plus de voix remettent en cause l'aide à l'Ukraine. En effet, ce sont les électeurs qui ont donné de la voix sur les réseaux sociaux. Ils ne comprennent pas qu'on donne des milliards et des milliards à l'Ukraine alors que les États-Unis sont dans une situation économique dramatique. Il y a des voix, même dans le Parti démocrate, qui appellent à la paix. Il faut cesser la guerre. Bon, sur le terrain, paraît-il que c'est pas très brillant pour l'armée ukrainienne. Même les Ukrainiennes l'expliquent. Depuis les bombardements sur les centrales électriques, ça se passe très mal. Et on a l'impression aussi qu'une partie du matériel qui avait été livré par l'OTAN a été déjà détruit par l'artillerie russe et que de plus en plus, on a des sources, de plus en plus, eh bien, l'Ukraine retombe dans du mauvais équipement, dans des problèmes d'organisation. Alors, cela, moi, me fait penser que je vous avais raconté une blague, la blague de l'ours. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder. C'est dans l'Empire contre-attaque. L'OTAN, notre chasseur ukrainien avait tiré et il avait pensé avoir détruit l'ours. Et bien, maintenant, l'ours, il est en train de mettre la main sur l'épaule, la patte sur l'épaule. Et cela commence à faire peur, surtout que le général Hiver est là. Qu'il n'y a plus de feuillage. Très bonne vidéo de Xavier Moreau, que vous pouvez voir sur Odyssée, qui vous explique tout ça sur la question technique. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres, il y aura bientôt de la neige, et cela va évidemment avantager le côté russe. Et donc certains estiment qu'il faut faire très rapidement la paix, parce qu'il y a encore, l'armée ukrainienne tient encore un peu, parce que si elle s'effondre complètement, eh bien les Russes pourront imposer toutes leurs conditions. Voilà la réalité. Et Emmanuel Macron a très bien compris cela. Il se dit mince, le vent a tourné, et vous le savez qu'il change de position comme de chemise. C'est un opportuniste, il essaie de bénéficier de cette ouverture. Le seul ennui, c'est que les bellicistes, le camp enragé des pro-guerre, eh bien, l'ont mis en ligne de mire. C'est peut-être une explication. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me l'écrire. C'est quelque chose que je lis, et donc je tenais à vous faire savoir. Et puis Emmanuel Macron, on sent qu'il est fatigué, on le sent qu'il est fatigué, Emmanuel Macron. Il a piqué une colère. Alors certains ont évidemment souligné que cette colère était factice, qu'elle semblait être bien apprise du fait, notamment des figures de style. Il y avait énormément d'accumulation, d'énumération à l'intérieur. C'était une scène qui avait été répétée, qui avait été jouée sans nul doute. Et Macron a martelé deux mots en disant qu'il était contre le désordre et le cynisme. Alors, il faisait allusion à la motion de censure qui a failli renverser le gouvernement Elisabeth Borne. Voilà qu'Emmanuel Macron se pense à l'électeur socialiste qui vote NUPES et qui ne comprend pas qu'on puisse s'allier avec le Rassemblement national. D'abord, ça fait rire tout le monde parce que quelqu'un qui a trahi ses électeurs plus d'une fois, c'est bien Emmanuel Macron. Il a trahi tous ses électeurs et je vous donnerai un exemple dans un instant. Mais c'est surtout les deux mots qui sont répétés dans tous les médias, par tous les journalistes et par tous les journalistes aux ordres, bien évidemment, et par les membres de la Macronie, c'est le désordre. Alors, j'aime bien parce que chez Emmanuel Macron, on l'a souvent vu dans cette vidéo, c'est la version accusatoire. C'est le gars qui a mis le chaos partout et qui accuse ses adversaires du désordre. Et j'avais expliqué dans ma précédente vidéo que normalement, quand il y a ce chaos, eh bien, on doit faire en sorte que les électeurs donne une ligne claire, et cette ligne claire, ça la passe par des élections. Et Macron explique, non, c'est pas par une motion de censure, c'est moi qui dois gouverner, alors qu'il est contesté jusque dans ses rangs. C'est ridicule. Quand tu as accusé ses adversaires de cynisme, c'est-à-dire d'absence de morale, alors là, le gars qui nous a fait croire qu'il n'y aurait jamais de passe vaccinal, qu'il n'y aurait jamais d'abord de passe sanitaire, puis après de passe vaccinal, qui a tout mis en route, en douce, en faisant du nudge, il est véritablement gonflé, cet Emmanuel Macron. On pense à Audiard, les cons, ça ose tous, et même à ceux-là qu'on les reconnaît. En tous les cas, son numéro de cirque, son numéro de pitre, de fausse colère, ça n'a convaincu personne. Déjà, il n'y avait pas grand monde qui regardait Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron ne convainc même plus son camp. Alors, quand je vous parlais qu'il avait trahi véritablement ses électeurs, moi je voudrais juste montrer cela. Notre mission première, c'est faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. Papendiaï. Je pense, moi, à tous ces électeurs LR qui se sont aperçus qu'il y avait un ministre de l'Éducation nationale qui fleurait bon avec le wokisme, comme dirait un journaliste, de l'aberration. Voilà, la trahison, je donne cette trahison, mais si je devais faire
la liste de toutes les trahisons, les renoncements, les manipulations d'Emmanuel Macron, eh bien, j'en aurais pour des heures et des heures. On va se contenter de celle-là. Et puis, voilà. Alors, oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que Agnès Buzyn aussi conne sur Emmanuel Macron. Il y a des gens de son camp d'anciens ministres, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais j'ai encore vu une intervention d'Agnès Buzyn où elle explique qu'Emmanuel Macron n'avait absolument pas pris la mesure du Covid et qu'elle avait fait évidemment ce qu'il fallait. Ah, Agnès Buzyn. Elle n'est pas, comment dire, c'est pas la seule évidemment coupable, mais elle a quand même participé à quelque chose. Donc, ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est en train de taper sur le gouvernement. Alors, on va passer à une autre information, dont je vous ai parlé, et on a eu la suite, c'est celle-là. Ah, regardez Jérôme Béglé, l'ignoble Jérôme Béglé. Alors pourquoi je reparle de Jérôme Béglé? Parce que je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo qu'il avait été épinglé par Geoffroy Lejeune. Or, il se trouve que sur CNews, sur le plateau de CNews hier, Marie-Estelle Dupont explique que le port du masque est un harcèlement, une maltraitance, qu'il entraîne, selon ses termes, un retard de langage. C'est une question de dignité et de santé. Il faudrait absolument revenir à quelque chose de plus sensé, estime Marie-Estelle Dupont, parce que c'est vital pour nos enfants. Et que répond Jérôme Béglé? Oh, quand elle aura fini son prêcha, celle-là, on pourra parler. Alors Pascal Praud intervient en disant « Jérôme, vous ne pouvez pas parler comme ça ». Marie-Estelle Dupont se fâche et lui explique qu'elle est spécialiste, qu'elle est psychologue plus exactement, psychologue-psychiatre, et que lui, il ne connaît rien. Elle le remet à sa place. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'est le visage mauvais, tendu des Jérôme Béglé. On sent qu'il veut prendre une revanche sur quelqu'un et il essaie de trouver son bouc émissaire préféré, Marie-Estelle Dupont. Et Marie-Estelle Dupont, qui ne se laisse pas faire, c'est clair, mais là, elle l'a renvoyé dans ses cages. C'était excellent. Bravo à Marie-Estelle Dupont. Et quant à ce genre de personnage de journaliste aux ordres, on espère que dans les années qui viennent, ils ne seront plus en poste. On a le droit évidemment à une information contradictoire. Moi je suis pour que l'extrême centre ait ses journaux, mais on n'a pas le droit de mentir de cette façon-là à ses lecteurs et de ne pas s'appuyer sur du factuel. Quand Marie-Estelle Dupont dit des choses, elle s'appuie sur du factuel. Quand un Jérôme Béglé affirme des choses, il est seulement en train de soutenir un camp. Cela paraît assez évident. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!